Bonjour à tous et bienvenue dans cette session. On est avec Mbaye Babacar Gueye. Donc, tu vas me parler un peu de l'automatisation, de ce tu vas parler de comment automatiser le déploiement de votre IA générative en quelques minutes. Donc, Mbaye, je vous laisse la parole. Oui, bonjour Abdoulaye. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et puis merci aussi à ceux qui sont en train voilà, de suivre là. Donc, comme Abdoulaye vient de le dire, là, je vais peut-être d'abord faire une première présentation rapide là avant d'aller également vers la présentation. Et puis voilà. Donc, je vais arrêter mon écran et puis je vais essayer de partager encore parce que it looks like ce que je vois, c'est pas du tout ce que je voulais partager. Window. Ok, voilà, là c'est bon. Donc pour une présentation rapide là, voilà, donc mon nom c'est Mbaye Babacar Gueye. Je travaille comme, voilà, je suis docteur en informatique et puis en intelligence artificielle. Actuellement, je travaille à Microsoft comme architecte donc de solutions, architecte domaine de solutions, voilà. Et puis on travaille beaucoup dans le cloud, naturellement, sur Azure, et puis tout ce qui est lié aux données. Donc, je suis architecte Data and AI. Voilà, et puis pas mal d'expérience dans des présentations, pas mal d'expérience aussi dans l'enseignement. Ok. Et puis, je suis également engagé dans les communautés de pratique, là, donc, principalement au Sénégal, mais actuellement, là, je vis au Canada. Mais là aussi, je suis très actif dans les communautés de pratique, surtout quand tu parles de données, de IA, mais aussi également de tout ce qui est intégration. Voilà, donc j'ai même comme un meetup là qui s'appelle un expert francophone, donc Montréal, donc qui essaie un peu d'aider les experts ou bien les personnes en tout cas, qui viennent d'arriver au Canada à mieux s'intégrer sur le plan économique puis sur le plan social. Voilà, donc aujourd'hui, notre présentation va se porter donc principalement sur voilà, sur l'IA générative, donc sur l'IA, plus exactement sur l'IA générative. Et puis, on va parler du déploiement, là, pas forcément d'automatisation, mais plus de déploiement. On va également parler aussi donc de LLM Ops. On va essayer également de parler de comment ça se passe sur Azure. Ok, voilà. Donc, bien sûr, chaque fois, j'aime bien, quand je commence mes présentations, redéfinir ce qui est l'intelligence artificielle parce que, en fait, ça nous permet tout le temps de mieux comprendre ce qui se passe. Ça nous permet également donc de mieux comprendre également qu'est-ce qu'on entend par l'IA. Moi, personnellement, là, parce que parfois, les définitions peuvent différer. Voilà. Donc, moi, l'IA, je l'entends tout simplement comme donc, euh, la capacité d'une machine à pouvoir générer ou bien voilà, restaurer ce qu'il a appris. Donc, principalement, voilà. Et puis, quand on parle de restaurer, quand on parle de générer, mais ça fait allusion aussi à un processus. Et puis, comprendre ça va beaucoup nous aider après à mieux comprendre comment est-ce que le déploiement marche, comment est-ce que tout ce qui est comme, au-delà même du déploiement, utilisation, voilà, et ça marche. Et puis pourquoi est-ce que aujourd'hui il est challenging de pouvoir mettre ça en place correctement. Donc, et puis, un des exemples que j'aime bien donner là, que j'aime bien donner, c'est en fait, voilà, l'exemple donc, de l'apprentissage d'un agent. Ok, donc pour mieux expliquer c'est quoi l'apprentissage. Donc, c'est quoi concrètement là? Donc, l'apprentissage, c'est quand tu as un agent, par exemple, voilà, qui sait prendre une action, simplement, qui l'applique et qui observe les résultats. Donc, le résultat là, alors, principalement là, dépendant qu'on est dans un apprentissage automatisé, dans un apprentissage supervisé ou non supervisé, mais c'est durant l'apprentissage qu'on lui donne c'est quoi le bon résultat.
Donc, il l'observe et puis il le comprend par rapport à l'action qu'elle a appliquée. Ensuite, en ce moment-là, ce que va faire la machine, ici quand on parle de machine, ça peut être aussi un algorithme, ça peut être aussi comme voilà, un ordinateur, ça peut être un robot, ça peut être voilà, n'importe quoi. Donc, mémorise la position, l'action et les résultats. Ça veut dire qu'il sait que si on est dans une telle situation, dans une telle position, et qu'on applique cette action-là, voici les résultats qu'on va avoir. Et c'est en fait comme ça que la machine va apprendre à construire un modèle. Voilà, donc de manière implicite, mais de manière explicite. Et puis c'est ça qu'on appelle un modèle. Maintenant, quand il va généraliser, là, il n'a pas le résultat parce que c'est ça qu'il cherche à généraliser. Mais par contre, il sait comparer la position que la machine est actuellement et la position qu'elle était pendant son apprentissage. Et puis aussi, il peut aussi voir quelle est l'action donc qu'elle avait appliquée pour avoir le résultat escompté. Puis là, maintenant, on parle de généralisation. Là, maintenant, on parle de restauration. Voilà. Donc, si on applique ça un peu donc, sur l'IA générative, donc, on se rappelle, donc, je viens de définir l'IA. Maintenant, je vais plus définir maintenant c'est quoi l'IA générative. Donc, l'IA générative, donc, là, on peut le dessiner comme quoi? Comme, effectivement, cette fois-ci, en fait, tout à l'heure, quand on parlait de généralisation, d'apprentissage, on parlait donc de cette capacité donc, de la machine à apprendre. Okay? Maintenant, c'est quoi l'IA générative? Comme son nom l'indique là, c'est vraiment là où l'IA lui-même va essayer de créer des situations, ok, et puis évaluer ces situations. Donc, dans une IA standard, dans un modèle standard, l'IA, les situations dont on parle là, c'est des situations qui existent déjà. Mais ici, donc, dans l'IA générative, là, c'est l'IA elle-même qui va chercher maintenant à créer ces situations-là. Par exemple, c'est pourquoi elle a la capacité, par exemple, de pouvoir créer du texte, parce que l'IA crée une situation, évalue crée une situation, évalue donc la situation, applique un résultat, et ça lui permet de pouvoir appliquer une action et un résultat, et ça lui permet maintenant de pouvoir aller de l'avant pour faire une autre action. Donc là, on part donc d'un IA qui était plus ou moins lié, très lié même à l'action, à la situation pour créer l'action. Donc, et là maintenant, c'est plus une IA qui est plus ou moins indépendante, qui est plus ou moins autonome parce que cette fois-ci, c'est elle qui va créer les actions. Maintenant, alors, donc, si on continue sur ça, voilà. Donc, il existe donc plusieurs types d'IA génératives. Il y a plusieurs applications donc de l'IA générative. Aujourd'hui, on parle de génération de texte. Okay? Par exemple, voilà, on parle de génération de documents. On parle également de chat, donc de pouvoir répondre. On parle de génération d'images. En tout cas, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qu'on ne vous apprend pas. Tout le monde sait utiliser ChatGPT, tout le monde sait utiliser Bing, tout le monde sait utiliser Microsoft Designer. Donc et puis, là, la seule chose dont il y a besoin, c'est de pouvoir c'est de pouvoir parler avec vous. Il faudrait que vous-même, vous trouviez un moyen de discuter avec votre IA. Alors, maintenant, donc tout ce qui est IA générative là est basé sur ce qu'on appelle des LLM. Bon, en fait, LLM, maintenant, les LLM, maintenant, ça inclut autre chose. Donc, c'est quoi concrètement, en fait, les LLM? Donc, les LLM, là, c'est concrètement quoi? Donc, les LLM, c'est concrètement quand on parle de... C'est concrètement quand on parle de génération, ou bien de généralisation, ça c'est un. Mais aussi, c'est également, en fait, quand on parle aussi de tout ce qui est langage, tout ce qui est modèle de langage. Donc, d'où le nom de Large Language Models. Donc, le large pour dire que c'est des modèles qui sont très larges, qui sont capables d'apprendre sur plusieurs quantités de données. Il y a un qui dit Internet, donc globalement, parmi lesquels donc Wikipédia. Ce qui fait que maintenant, l'IA, elle est capable d'apprendre sur ça et puis de pouvoir maintenant faire ces générations
dont, dont je parle bien. Aujourd'hui, les modèles les plus connus, effectivement, on parle de GPT qu'utilise ChatGPT de OpenAI, BERT, donc, et puis Gemini, voilà, BERT, donc sur laquelle base Gemini. Et puis, on a Phi-3 que Microsoft aussi a mis en place, le modèle de Mistral, etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, l'importance donc, de LLM, c'est que ça permet plusieurs choses. Donc, la première chose que ça permet, c'est de pouvoir, par exemple, faire un résumé texte, c'est de pouvoir faire de la traduction, donc générer, comme je viens de dire là, générer du texte à partir justement d'une petite question, mais aussi faire un peu vraiment de générer des images, et tout ceci avec une supervision qui est vraiment minimale. Donc, je ne sais pas à quel niveau le public est habitué donc à l'IA, mais si, voilà, en fait, parce que là, le modèle il est entraîné sur une quantité astronomique de données, sur des séquencements de données, et puis c'est ça qui fait que l'IA, par exemple, il est capable de générer du texte, parce que, par exemple, on lui a appris, quand tu as un premier mot, ensuite, voici le deuxième mot qui est très probable d'arriver. Ensuite, connaissant le premier et le deuxième, voici le troisième mot qui est très probable d'arriver. Effectivement, donc dans un contexte bien défini, souvent, et puis le contexte est défini dans votre question que vous posez. Par exemple, disons, dans un pays, dans une zone géographique. En tout cas, il y a pas mal de paramètres que le modèle va prendre en compte pour pouvoir vous répondre de manière pertinente. Voilà. Ensuite, donc, si on va là, voilà, ensuite, on va voir, aujourd'hui, maintenant, c'est important, là, on parlait de LLM, donc, voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a maintenant, on parle aussi donc de small. Donc, LLM, c'est des milliards de paramètres, et puis de tokens, maintenant, on va plus vers également donc, tout ce qui est small. Ensuite, les applications. Comme je viens de le dire là, donc, on a des applications qui parlent de summaries, donc summarize, qui parle de résumé texte, voilà, qui parle également donc de traduction, de génération de texte, on vient d'en parler là, donc génération de texte soit de rien, soit à partir d'un petit texte que vous lui donnez, et puis il est capable d'utiliser des chatbots, donc la nouvelle version des chatbots qui sont capables aujourd'hui de faire, faire des conversations qui sont très naturelles là. C'est pas comme si cocher ici, cocher là, non. Maintenant, on pose une question et puis il répond et puis that's it. Ensuite, également, autre chose qui est très important également, là, c'est la génération de code, qui est, encore moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup avec GitHub Copilot, là, donc, qui permet de ça. Maintenant, alors, tout ceci, en fait, ça passe par un cycle de vie. Oui, ça passe par un cycle de vie, parce que ça a besoin de données, ça a besoin que les données soient créées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je vais vous donner un peu le cycle de vie donc d'un modèle LLM qui est différent donc d'un cycle de vie d'un modèle standard. Donc, les modèles standards qui ne sont pas des LLM là, donc ils ont un cycle de vie qui est assez différent. Donc ici, par exemple, l'exemple que je donne ici, c'est vraiment un cycle de vie qui est dans Azure, donc qui part de la préparation des données. Donc, quand on parle ici donc de préparation des données, c'est d'abord avoir accès aux données que vous voulez utiliser. C'est aussi tout ce qui est nettoyage de ces données-là. C'est, par exemple, il y a des valeurs qui sont aberrantes, il y a des valeurs qui sont grandes, etc. Ensuite, c'est aussi la transformation des données pour qu'elles soient utilisables. Donc, cette transformation-là, effectivement, quand tu fais du machine learning standard, là, donc ça peut être comme du feature engineering, ça peut être créer des features. Quand vous êtes dans un modèle LLM, et habituellement, donc tout ce qui est modèle de langage, ça peut plus être vers la tokenisation, vers la représentation donc, du texte d'une forme donnée vers une autre. Ensuite, maintenant, une fois que vous avez ça, maintenant, vous rentrez dans un cycle. Donc, ce cycle-là, et vous rentrez dans un cycle. Et puis, donc, ce cycle-là, c'est un cycle ici, par exemple, qui commence ici. Donc, où on va parler donc de découverte et puis de tuning. Donc, tuning, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, l'équivalent en français. Mais donc, dans ce tuning-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche donc principalement à augmenter ou bien en tout cas à fine-tune donc les hyperparamètres. Donc, les hyperparamètres, habituellement, ceux qui ne sont pas habitués au machine learning, les hyperparamètres, habituellement, sont les paramètres que ton modèle utilise pas pour
pas comme entrée. Hein, parce qu'habituellement, quand on parle de paramètres, on parle d'entrée du modèle. Mais ici, ce n'est pas des entrées du modèle, mais c'est un ensemble de paramètres qui vont définir le behavior, qui vont définir le comportement donc, de votre modèle. OK. Ensuite, voilà. Et puis, après, ça passe de ça. Donc là, maintenant, on parle de prompt engineering. Donc, prompt engineering, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique au LLM, donc de l'IA générative en général. Donc, dans la prompt engineering, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, par exemple, à diriger ou on cherche à diriger ou bien à guider la réponse de votre modèle. Ensuite, il y a le fine-tuning. Mais le fine-tuning, effectivement, c'est ici, on cherche plus à peaufiner ou affiner, c'est le mot français, là, le modèle pour qu'il puisse répondre à votre besoin de manière plus spécifique. Mais naturellement, quand on répond de manière plus spécifique, on perd aussi un peu la partie, on perd aussi donc de la généralisation. Ensuite, on parle dans le déploiement, et puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le déploiement, ça sert à quoi? C'est la validation du modèle, donc le mettre sur le package, le déployer, et puis faire de l'inférence, c'est quand tu utilises ton modèle pour qu'il puisse répondre aux besoins, pour qu'ils puissent répondre à des questions. Après, maintenant, il y a tout ce qui est le monitoring. Donc, dans le monitoring, qu'est-ce qu'on fait ici principalement? Dans le monitoring, ce qu'on fait principalement, c'est de voir, par exemple, voilà, est-ce que les données sont toujours bonnes? Est-ce que le modèle fournit toujours de bons résultats? Est-ce que, par exemple, j'ai un autre modèle que je veux tester? Donc, voilà, ça, c'est un peu, je ne sais pas pourquoi je l'ai répété ici. Voilà, donc, maintenant, alors, allons-y voir maintenant, en fait, quels sont les problèmes? Pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir donc, trouver une manière de déployer? Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, une des choses aujourd'hui donc, sur lesquelles on est confronté, on sait que on ne fait pas du machine learning juste pour le plaisir. Okay? On ne fait pas du machine learning juste pour découvrir, juste pour le fun. Non. Si on fait du machine learning, c'est exactement pour une raison bien définie, mais qui est quoi? Qui est d'apporter de la valeur à faire à une entreprise. Okay? Et puis, quand on apporte donc de la valeur donc, à faire donc, à une entreprise, il est important qu'on puisse en fait partir de quelque chose qui est dans un laboratoire et le mettre pour que les autres puissent l'utiliser et voir la valeur d'affaires. Et puis, c'est là maintenant où on parle de déploiement. Et puis, donc, il y a quand même une discipline là qui a été créée uniquement pour ça. Et puis, on verra l'importance comme je disais tout à l'heure, donc il faudrait effectivement que votre modèle puisse générer du revenu pour l'entreprise qui l'a fait. Mais cependant, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ils sont confrontés à ce problème. Je pense environ, par exemple, il n'y a que 7% des modèles qui étaient produits, qui vont en production. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a vraiment il y avait vraiment des enjeux pour mettre les modèles à la disposition. Et c'est là maintenant on se dit, OK, bah oui, on sait que voilà, qu'il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis pour mettre en place, pour pouvoir industrialiser donc des modèles. Et puis, il y a un certain nombre de solutions voilà, que les gens ont commencé à chercher. Et puis là, voilà, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on dit, si on prend l'exemple, par exemple, du software engineering, ça veut dire l'ingénierie logicielle, c'est aujourd'hui une discipline qui est assez mature et qui utilise donc le DevOps pour pouvoir déployer des applications pour déployer de logiciels. Et puis ça, maintenant, on a essayé de l'amener dans le machine learning avant de pouvoir maintenant l'amener exactement dans la generative AI. Et puis ce qui a donné donc naissance à une discipline qui s'appelle LLMOps. Donc le LLMOps, son rôle principal, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir, ici, là, donc ici, je vais vous montrer ça. Son rôle, c'est vraiment de pouvoir automatiser, en tout cas rendre plus fluide, donc ça. Et puis c'est vraiment, voilà, je vais juste toucher ça parce que c'est vraiment grand, là, vraiment gros, là, on pourrait comme imaginer une autre discussion où je vais vous parcourir donc tout le LLMOps, mais pour aujourd'hui, je vais principalement donc me focaliser sur le déploiement. OK, donc voilà. Et puis c'est ça donc qui a donné LLMOps. Donc LLMOps ici, donc comme je viens de le dire, donc ça a vraiment
focus principalement sur l'opérationnalisation donc du cycle de vie complet donc des LLM et qui sont au cœur de l'IA générative. Donc, partant vraiment donc, de la préparation de données, la gestion des prompts pour l'entraînement de modèles, fine-tuning, qui n'est pas très conseillé pour les modèles LLM parce que c'est des gros modèles, évaluation de modèles, donc leur monitoring, la maintenance des modèles. Voilà. Et puis, l'idée générale, donc, c'est de pouvoir mettre en place des outils qui sont prêts à être utilisés et donc rendre la valeur d'affaires que la compagnie qui investit dans l'IA cherche à avoir. Parce que comme j'ai dit, donc vous le savez, donc l'entreprise, son but principal, c'est de se faire du profit. Donc, il est important chaque fois quand vous déployez quelque chose en entreprise d'avoir cette pensée-là, profit, tout le temps, profit. Et puis voilà, donc c'est quoi maintenant? L'idée, c'est de simplifier l'accès aux utilisateurs finaux, mais aussi donc d'améliorer la scalabilité. Bon, je ne sais pas c'est quoi le mot en français là, c'est comme voilà, la mise en échelle, grosso modo. Bon, ça, je vais vous voir. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, les bénéfices donc principaux donc de ça, donc c'est quoi? C'est donc l'efficience, donc l'efficacité, surtout en termes de temps. Parce que habituellement, vous avez plusieurs équipes ou plusieurs personnes qui travaillent sur des équipes différentes et puis chacun a une chose à faire, mais ne veut pas faire perdre du temps à l'autre, où c'est important d'avoir cette orchestration-là, cette orchestration-là, cette gestion-là des différentes parties prenantes dans la mise en production, dans le déploiement donc, du modèle, effectivement. Et puis l'idée, c'est de pouvoir aller vite, tout le temps. Là. Bon, il y a des compagnies, par exemple, qui mettent en production pratiquement plusieurs fois dans la journée. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent ça? Parce qu'il y a derrière donc, de LMOps qui permet de rendre ça fluide. Ensuite, autre bénéfice, c'est comme je viens de dire, la scalability. Donc, scalability, c'est justement donc, le fait que ça puisse être mis en échelle, le fait qu'on puisse déployer, par exemple, des centaines de milliers de modèles. Par exemple, là où je travaille actuellement, là, eux, ils ont au moins 10 000 modèles qui tournent. Et puis, l'idée, c'est de ne pas avoir de downtime quand ils sont prêts à déployer un modèle. Donc, ça va comme ça. Et effectivement, ça permet également donc, de réduire les risques. Mais comment est-ce que ça réduit les risques? Parce qu'on a une grande transparence, on a des réponses qui sont très rapides, et puisque tout est automatisé en quelque sorte, donc, et puis connu, il y a moins de risques d'erreur, et puis aussi, voilà, donc tout ce qui est conformité, tout ça, donc, est aussi en place. Alors, voilà, donc, si j'essaie de résumer complètement, donc, les différentes parties donc, pour avoir votre LLMOps, donc ready for production, c'est quoi? Donc, c'est principalement, ça part donc de votre sélection de modèles que vous voulez, donc faire du prompt engineering. Donc, le prompt engineering, c'est de dire, OK, comment est-ce que je veux que mon modèle se comporte un peu, comment je peux influencer la réponse de mon IA générative. Ensuite, évaluation des résultats. Et puis voilà, s'il y a des résultats, est-ce qu'on peut apporter des améliorations? Oui, non. Si c'est non, oui, on va déployer en production. Donc ça, on le verra quand ça sort sur Azure. Et ensuite, s'il y a vraiment des room for improvements, donc voilà, en ce moment-là, on va voir est-ce qu'il y a des équipes qui sont spécialisées, qui connaissent mieux les données, des équipes métiers, pour pouvoir faire donc du fine-tune modèle. Et puis, ça repart soit dans l'évaluation des résultats habituellement là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, donc le fine-tune des modèles, il n'est pas conseillé dans le LLM. Donc, pour le modèle LLM, ce n'est pas du tout conseillé. Voilà, donc on va voir maintenant comment ça va se passer donc avec Azure. Azure AI principalement là. Donc voilà, donc Azure AI là, principalement, on a plusieurs services d'Azure AI. Donc on a le Azure OpenAI, naturellement, hein, qui offre des modèles donc
à partir d'Azure, donc des modèles de OpenAI. Là, on parle de GPT, etc. Donc GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o, et puis GPT Turbo, 4 Turbo, c'est tout ça. Ensuite, maintenant, en fait, Azure maintenant donc offre un certain nombre de facilités. Donc déjà des modèles qui sont préconstruits. Donc les modèles qui sont préconstruits, on verra, il y en a beaucoup. Okay? Il y a les modèles donc de OpenAI, il y a les modèles Mistral, il y a Llama de Facebook, et puis beaucoup d'autres modèles qui sont open source. On verra ça. Ça offre aussi donc des outils qui vont permettre de faire du training. Ça offre aussi donc des outils qui vont permettre de faire du déploiement. Donc sans pour autant tarder là, je vais rapidement donc aller vers une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche avec Azure. Alors, donc, je ne sais pas comment, s'il n'y a pas de questions, c'est bon, je pense, je continue. Et puis après, Abdoulaye, là, ben, tu pourras gérer. Je pense, il me reste encore combien de temps? Alors, je ne vois pas trop. Voilà. Il me reste encore, je pense, 10 minutes, là, je ne me trompe pas. Voilà, 10 minutes. Donc, je vais en profiter pour faire une petite démonstration. Alors, sur Azure, comme j'ai dit, vous avez plusieurs outils. Non, vous ne voyez pas mon écran. Je vais arrêter de partager. Et là, je vais repartager comme une fenêtre complète pour que vous puissiez voir. Window Entire Screen. OK. Donc, j'aime bien. Je vais peut-être arriver là. OK. Voilà. Vous voyez mon écran? Donc, peut-être que je vais augmenter un peu pour ceux qui n'ont pas. Donc, si vous voyez mon écran, donnez-moi des thumbs up. Si vous voyez mon écran. Oui, on voit ton écran, c'est bon. OK, très bien, super. Et puis l'audience là, donc, je pense qu'ils peuvent donner des thumbs up, non? Donc, comme des réactions. Oui. Il y a pour le moment une question. Je pense qu'on peut passer à la démonstration et avant de prendre les questions-réponses. OK, super, ça marche. Donc, du coup, ça, c'est Azure. Alors, pour y accéder là, souvent, on fait portal.azure.com habituellement. Là, c'est ça qui permet d'accéder à Azure. Donc, c'est ça. Si on fait ça, on accède à Azure, usually. OK. Et puis, quand vous faites ici, donc voilà, il faudrait sélectionner pour pouvoir accéder à ce que vous voulez accéder. Alors, oui, je repartage, ne vous en faites pas. Just want to make sure that I'm not like Azure Home Microsoft Azure. OK, je veux juste m'assurer que je vais share le window. OK. Voilà, donc là, c'est bon. Et puis, ce qu'on va faire, il y a plusieurs Azure, comme je dis, il y a plusieurs services Azure qui permettent de faire de l'IA, qui permettent de faire de l'IA générative, etc. Ici, par exemple, AI Services, ça permet de le faire. Mais nous, on va principalement se consacrer sur ce service-là qui est là. Donc, le service s'appelle Azure Machine Learning. Donc, dès que vous êtes ici, vous pouvez aller là-bas pour en créer un, donc, ou New Workspace, c'est important. Et puis, il va vous demander un certain nombre d'informations, donc votre abonnement. Donc, l'abonnement, prenez-le un peu comme un abonnement que vous avez chez un commerçant, okay, et que vous pouvez venir louer des services, okay, donc, mais qui font partie de cet abonnement-là. Donc, ensuite, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, ensuite, donc, quand tu crées un service dans Azure, il faudrait que le service soit lié à ce qu'on appelle un groupe de ressources. Donc, ce groupe here. Donc, moi, j'en avais créé. Tu peux créer pendant que tu crées le service ou justement, tu peux choisir. Donc, moi, je vais par exemple, créer ici un que je vais appeler, par exemple, habituellement, que je vais appeler, par exemple, Baba, OK, RG3. OK, donc là, et puis, c'est ça. Donc, lui, je peux l'appeler, par exemple, Baba ML3. Donc, et puis après, ça vient, bon, là, je vais changer, mettre East to US, East, parce que, donc, East to US, voilà. Et puis là, quand tu crées un service comme Azure Machine Learning, c'est un peu comme un espace donc, de travail pour faire du machine learning. Donc, ça vient habituellement par un certain nombre de ressources qui vont avec. Par exemple, un compte de stockage, c'est là où les données seront stockées.
ou bien les notebooks que vous allez créer, un key vault pour sauvegarder les secrets, ou bien donc, ce qu'on appelle Application Insights, c'est tout ce qui est métrique, tout ce qui est monitoring. Si vous vous rappelez, là, je vais parler des monitoring. Ici, il faut faire pour ça. Après, on fait Review and Create. Et puis là, when everything is done, voilà. Et puis là, quand je dis create, il va créer les 4 ressources que je viens. Donc, les 4 ressources, c'est quoi? C'est d'abord mon Application Insights, qui sera ici dans mon log Analytics Workspace. C'est aussi, il va aussi créer, donc on va create it. Après, il va aussi créer le compte de stockage. Voilà. Donc ici, qui a peut-être créé le key vault. Et puis après, il va créer maintenant, voilà, ici maintenant, il va créer maintenant l'espace de travail Azure ML que je vais utiliser pour déployer, pour créer mes services. Donc on attend un peu, c'est assez rapide quand même. C'est pas une chose qui dure comme plusieurs heures là. Donc voilà. Bah, si on peut voir aussi les détails, okay. Les là il a créé. Donc quand il a créé, il dit go to resource. Donc je vais aller sur la ressource. Et puis là, ici, je vais lancer le studio. Donc le studio, c'est comme l'espace dans Azure qui me permet de faire beaucoup de choses. Et puis là, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand j'arrive ici, il me propose plusieurs choses. Okay? Il me propose par exemple de créer des modèles donc de IA générative avec le prompt flow. Je peux les créer aussi directement à partir des modèles. Je peux aussi, voilà, et puis tous ces modèles-là existent, comme je vous ai dit, vous avez beaucoup de modèles là qui existent. Voilà. Donc, je parle de GPT, voilà, GPT avec des nombres de paramètres différents. Il y a Featry. Featry, c'est un SML, donc Small Model Language, donc de Microsoft. Llama de Facebook, Mistral, et puis des modèles de NVIDIA. En tout cas, plein de modèles de Databricks, donc plein de modèles qu'on peut utiliser. Donc, pour aller plus simple, on va tenter avec un Mistral, on va voir. Donc, je prends un Mistral ici, là, ce Mistral-là, pour la génération de texte. Et puis, quand je le choisis déjà, by default, il me propose plein de trucs déjà. Donc, genre, j'ai même pas besoin d'aller très, très compliqué. Et puis ici, il me propose donc des exemples. Par exemple, ici, des exemples que je peux faire en termes d'inférence, donc en termes d'utilisation. Donc, si je veux, je peux venir ici et me dire, OK, donc je veux ici un exemple donc de génération de texte ici, là. Par exemple, ici. Online, c'est quand j'utilise ça pour une application live, une application, par exemple, comme dans un site Internet. Batch, c'est quand j'utilise ça, quand je veux le faire à la demande ou bien de manière régulière. Par exemple, chaque 2 jours ou chaque jour, je viens. Alors que le online, c'est quand vraiment tu as un temps de latence qui est très petit. Bon, ça c'est un exemple, là, je peux l'ouvrir ici. Je peux ouvrir l'exemple notebook, voilà. Donc là, ça ouvre ça sur GitHub. Donc, c'est ça un peu l'exemple donc, du notebook que je peux utiliser. Ça, il me dit comment est-ce que je peux choisir mon modèle. Il me dit aussi donc, comment je peux déployer mon modèle donc, avec un endpoint pipeline. Et puis là, comment est-ce que je peux le tester. Donc, voilà, ça c'est sur Python. C'est des choses que... ça aussi, c'est des choses que vous pouvez comme clone et puis les tester vraiment une fois que vous ayez ici donc les informations que vous voulez. Voilà, donc moi je vais voilà, et puis c'est simple. Donc, moi je choisis lui, et puis je peux comme mettre ici un deploy, juste one click, boum. Et puis là, il me demande de créer une machine virtuelle. Donc la machine virtuelle, c'est là vraiment où il va aller pour chercher par exemple, là, il donne enough quota, ok. Click here to view request quota. Donc là, c'est parce que quand il n'y a pas de disponibilité, il faudrait aller demander donc de la disponibilité, surtout par rapport aux zones, la région que vous avez sélectionnée. Donc là, je peux mettre ici donc low priority. Donc quand vous êtes low priority, là, c'est pas vous qui êtes parce qu'en fait, voilà, c'est pas vous qui êtes comme prioritaire. Là, je peux demander, je peux faire un request. Donc peut-être ça va prendre du temps, mais bon, je vais le faire. Et puis après, on va continuer avec un autre exemple. OK, donc là, moi, par exemple, j'avais déjà créé un. OK, donc ça, c'est mon dernier environnement que je vais vous montrer ici. OK, mais moi, j'avais déjà créé un ici. Donc là, on est dans le même environnement ici. Et habituellement, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, si vous voulez ici, vous pouvez venir ici dans Prompt Flow. Et dans Prompt Flow, vous pouvez créer aussi un modèle à partir d'exemples.
très simplement. Ici, par exemple, attends, je vais mettre un... Voilà, ici, par exemple, si je veux des questions-réponses sur mes données à moi, je peux le faire. Si je veux créer, par exemple, un GPT, un chat ou bien Generative AI qui va me faire donc de la classification, je peux le faire. Qui utilise, par exemple, Wikipédia pour répondre à des questions, je peux le faire. On peut aussi l'appliquer sur un fichier local ou bien sur un fichier que je cherche. Par exemple, si on prend l'exemple d'un fichier local, donc je vais prendre un folder ici. J'avais déjà pris comme un... J'avais ici un exemple. Voilà, donc je pense que c'est sur le droit du Sénégal. Folder, ok, donc là je vais mettre mon folder ici. Ah, ok, il n'a pas mis il n'a pas mis de YAML file, on va voir. Ok, donc standard flow. Quand je fais un chat flow, qu'est-ce qu'il a? Ok, parce que j'ai pas mis lui. Donc supposons que je prenne comme supposons que je prenne par exemple Wikipédia, lui, donc je peux cloner ici. Quand je le clone, il va me dire qu'il y a un problème de droit, certainement, pour accéder au compte de stockage. Mais s'il me dit ça, non, pour lui, j'ai déjà fait, c'est pour le nouveau que je n'ai pas encore fait. Donc là, maintenant, il est en train de cloner un repository. Donc, le repository qui contient exactement cet exemple-là que je pourrais utiliser. Donc, il va le cloner en local et puis là, maintenant, après, je pourrais... Puis ce qui est hyper intéressant avec Azure sur ça, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples que les gens utilisent souvent, qui préexistent sur GitHub, gratuits, qu'on pourrait aller chercher. Donc voilà, là, il me dit qu'il n'a pas accès, donc il faut que j'aille donner accès à lui dans mon compte de stockage. Donc voilà, et puis je pense qu'ici, je suis dans quel... attends, je vais aller juste chercher... il faut qu'il ait accès à mon compte de stockage, mais par contre, il faudrait que je cherche... Je suis dans quel Azure ML ici. Okay. Donc là, je suis dans lui. OK, ça, c'est le nouveau. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Donc, pour le nouveau, je vais... je viens ici pour le nouveau et puis je vois ici Storage. Donc, je clique sur Storage. Ensuite, je vais aller lui donner accès. Parce qu'en fait, la sécurité Azure, il fait que même si vous avez plusieurs services, chaque service, il a des droits particuliers qu'il faudrait donner tout le temps. Donc, lui, je lui donne des droits de reader ici. Dans ce service-là, je sais que c'est pas simple. Donc, voilà. Donc, je prends ici Manage Identities. Et puis là, je vais sélectionner ici, par exemple, Workspace ici que je veux. Et puis, c'est celui-là que je dois donner accès. Donc là, je donne accès. Et puis là, je mets... Et puis, je assign l'accès. Ça va aller très rapidement. OK, voilà. Et puis là, maintenant, quand je reviens ici, que je fasse un clone. Alors, je change ici. Là, ça va marcher maintenant. Voilà. Donc là, ça a marché. Et puis ici, ce qu'il me présente ici, il me présente un fichier qu'on appelle prompt flow. Donc le prompt flow, qu'est-ce qu'il fait? Il définit exactement comment est-ce que ça marche dans genre le chat que je viens de créer. Et puis ici, vous allez voir ici, comment ça marche ici, là. Attends, je vais essayer, voilà. Donc, files, ok, ça sont les fichiers qu'on a ici. Donc, voilà. Donc, ça fait quoi? Il prend un input. Le input, c'est ce qu'on va écrire sur mon chat. Okay? Quand vous chattez avec une AI générative. Ensuite, il va aller et puis il va extraire ici. Donc, et puis, c'est ce fichier-là qui va runner. Ensuite, il va prendre l'URL de Wiki par défaut, okay, qui est défini par défaut, qu'on peut aller voir aussi. Donc, par défaut, voilà, il est là. L'URL de Wikipédia, il est là. OK. Ensuite, il va maintenant aller chercher le résultat. Je reviens ici. Attends, donc voilà, c'est cette partie-là. Il va aller chercher le résultat que tu as posé. Et puis là, maintenant, il fait maintenant le prompting. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça, pour le déploiement, il faudrait que je démarre donc un compute. Donc, le compute, c'est une chose disponible sur Azure, là. Voilà, et puis donc, pendant que ça continue, ça en fait, si tu le déploies, ça va générer un truc comme ça. Attends, je reviens sur un espace de travail. Donc, ça va générer un lien comme ça, que vous connaissez, il va générer un endpoint, ok, et puis l'endpoint,
il est comme ça. Ben ça, tout le monde, vous savez tous c'est quoi l'endpoint. Donc, et puis l'endpoint, c'est quoi? C'est principalement ça. Donc, c'est ça principalement là, tu vois. C'est donc ici un REST endpoint que vous pouvez réutiliser maintenant dans vos applications. Très simple, dans vos applications que vous allez embed. Ensuite, c'est aussi un Swagger URI que vous pouvez tester. Ensuite, ici aussi, il vous dit comment est-ce que vous allez consommer, parce que pour pouvoir consommer, vous avez besoin également donc non seulement d'un REST endpoint pour pouvoir le mettre dans vos codes, mais aussi des clés ici. Et puis, suivant le langage que vous utilisez, il va vous dire comment est-ce qu'on va le faire. Par exemple, si vous avez du Python, il va vous dire ici comment est-ce qu'on va faire du Python. Ça, c'est l'URL, donc ça, c'est votre endpoint. Ensuite, vous mettez les clés, tout ça. Et puis, ici, il vous dit comment utiliser ça avec du Python. Standard, très simple. Donc, là, on peut le tester. OK? Là, on peut tester. Par exemple, moi, je peux tester ici. Voilà. Je peux dire bonjour. Ça, je peux tester je vais dire bonjour ici. Par exemple, ça, c'est mon IA, mais que je viens d'écrire. Je vais dire bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Comment je peux vous aider? Ben, je sais pas, on va voir si, par exemple, c'est dépendant du modèle que j'utilise là, il peut qui est donc le président de la République du Sénégal. République. Même si je fais des erreurs, il va le prendre du Sénégal. Donc, dépendant du modèle, je sais que par exemple, comme voilà, là, il dit Maxal parce que c'est les données ici. Les données ici, c'est des données qui datent dépendant du modèle utilisé. Comme je disais, si j'avais utilisé un modèle, par exemple, GPT 4, mais GPT 4O, là, c'est récent. Quand tu utilises des modèles tels que GPT 3, c'est des modèles qui ont appris sur les données anciennes. Là, ils te disent en date de 2023. Ça veut dire que le modèle que j'utilise, c'est un modèle qui date de 2023. Ensuite, ce qui est aussi intéressant avec Azure, c'est qu'on peut monitorer. Tu vois, on peut monitorer ton modèle. Tu sais, il a fait combien de calls. Là, par exemple, il a fait un call et puis le call a duré 0,03 secondes. Le latency, ça veut dire comment est-ce qu'il est rapide. Voilà. L'erreur, pour l'instant, il y a 0 erreur dans mon modèle. Les logs pour voir qui a accédé à quoi et puis quand est-ce que ça a été accédé. Ici, par exemple, ici, on voit que ça, c'est ce que je viens de faire. Donc, ça, c'est le log de déploiement. Je prends donc le log donc de ARM. Il n'y a pas eu de ARM. Donc, ça, par exemple, c'est le nombre de tokens qu'il a fait par seconde en moyenne, etc. Voilà. Donc, grosso modo, voilà. Grosso modo, donc, c'est comme ça que ça marche. Je sais que ça a pris plus de temps. Bon, mais j'espère aussi que ça répond à certains besoins. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour cette très belle session. Donc, je pense que c'était très clair et c'était bien expliqué. Donc, on a juste une question parce qu'on a dépassé le temps. Donc, peut-être avec juste une question de Fatou Fall. Quelles stratégies peuvent être mises en place pour surveiller et optimiser les performances des modèles d'IA après le déploiement? Voilà, donc je pense que ici là ça répond à la deuxième partie, en fait à la première partie, surveiller, c'est sûr, donc surveiller ici là. Donc avec Azure par exemple, quand vous déployez un modèle, vous avez le choix de deux choses. Donc le premier choix c'est ici, ça veut dire ici. Donc quand tu vas dans ton endpoint, comme j'ai montré tout à l'heure, et que tu cliques dans ton endpoint, tu as toujours cette partie log ici, et puis ton log là, il va te dire ici par exemple, ça me donne exactement tout ce dont j'ai besoin, les erreurs, etc. Là, ici, par exemple, il me dit, OK, que donc il y a eu donc finalizing executor containers, voilà, workers shutdown, etc. Donc ça, c'est, et puis ingress, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont passées en entrant, voilà. Et puis, donc voilà, tu as quand même cette partie-là ici. Alors, deuxième chose aussi, donc, optimiser les performances des modèles d'IA. Alors, comme je dis, l'IA générative, il est un peu spécifique. Donc, pour moi, la meilleure manière de pouvoir optimiser, bon, je parle de l'IA générative, hein, on est d'accord, quand c'est du l'IA classique, c'est sûr qu'il y a les fine-tuning, tu as les hyperparamétrisation, tout ça. Mais vraiment, dans le cadre de l'IA générative, en fait, ta performance, ça dépend principalement de deux choses. La première chose, c'est le nombre de tokens que tu donnes à ton IA d'utiliser. Plus il y en a, plus il est performant, mais ça a des coûts. Mais aussi avoir aussi donc un bon moteur de recherche
derrière qui va aller chercher les données. Donc là, par exemple, quand tu fais du RAG, donc du RAG Retrieval Augmentation Generation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai mes données qui sont stockées et puis moi, je veux utiliser mes données pour mon IA générative. En ce moment-là, l'engin que tu vas utiliser pour faire la recherche, ça ça va influer sur la performance voilà, donc des réponses de ton IA générative. Ok. Merci beaucoup, docteur. Donc, je pense que là, on est à la fin de la session. Donc, il y a une table speaker qui est qui y a un onglet table où on pouvez vous retrouver si vous avez le temps. Et s'il y a aussi d'autres questions, les participants pourront vous rejoindre là-bas et vous poser d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir répondu aussi présent à cette journée et pour cette très belle session. Au revoir tout le monde et à très bientôt.